Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Godalia. Aujourd'hui nous sommes en octobre et qui octobre dit je vais vous faire un petit peu le point sur ce que j'ai lu le mois précédent, donc le mois de septembre, où j'avais annoncé des choses dans le dernier point lecture qui finalement ne se sont pas passées du tout comme prévu. J'ai rajouté des bouquins, j'en ai lu d'autres, enfin bref ça a été un petit peu pas du tout ce que j'avais prévu et je vais vous proposer ça tout de suite. Au programme de ce point lecture, nous avons ici le Stephen King, Écriture mémoire d'un métier, c'est aux éditions Livre de Poche. Nous avons la geste des Chevaliers Dragons, ici j'ai les tomes, je crois c'est 18, 19 et 20, mais je vais juste vous parler brièvement des tomes 15 à 20, et donc c'est de Ange et de multiples dessinateurs, et c'est aux éditions Soleil. Je vais vous parler de l'anthologie Félin que j'ai toujours en cours, c'est aux éditions Ibi, et c'est une anthologie de nouvelles. Je vais très brièvement vous parler de Rouille de Florian Soula, je viens de le commencer, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Vous trouvez ça chez Screenéo. Je vais commencer tout d'abord par les livres et les BD que j'ai terminés, puisque ce mois-ci, le mois de septembre, vu qu'il y a une semaine où j'ai été malade, il y a pas mal de BD, puisque j'ai eu besoin de faire un break dans mes lectures de romans ou d'essais. Donc je vais commencer par le premier essai, justement, que j'ai lu. Il s'agit de Stephen King, Écriture mémoire d'un métier. Vous trouvez ça aux éditions Livre de Poche. Alors ce livre m'avait été multiples fois conseillé, justement, autour de l'écriture, les conseils de Stephen King, etc. Et en effet, non seulement ça se lit extrêmement bien, parce que bon, c'est du Stephen King, hein, donc il sait bien écrire, mais en plus on a vraiment sa vision de ce que c'est, enfin le métier d'écrivain, et il nous parle aussi de son expérience personnelle, de son chemin personnel par rapport à l'écriture, comment ça s'est fait pour lui, et on apprend vraiment plein de choses. Le bouquin est donc divisé en deux parties. La première, c'est vraiment ses mémoires, c'est-à-dire que comment ça s'est passé pour lui, l'écriture, la publication, les nouvelles, les romans, etc. Et ça nous donne vraiment une vision que le chemin est pas forcément tout tracé, tout couvert de briques jaunes, et des fois ça peut être compliqué, même pour quelqu'un, un écrivain de best-seller comme lui. Il a commencé vraiment un peu... pas moins que rien, mais je veux dire, il a vraiment eu du mal à ses débuts. Il a eu beaucoup de lettres de refus. D'ailleurs, c'est une anecdote qu'il raconte souvent, c'est que toutes les lettres de refus qu'il recevait, il les épinglait à son mur depuis qu'il était adolescent, puisqu'il a commencé vraiment très tôt quand même. Et voilà, on a vraiment aussi ce discours que voilà, faut s'accrocher, c'est pas, comme je disais, un chemin normal et tout direct, etc. Et que faut persévérer, c'est vraiment quelque chose qu'on doit sentir, qu'on doit avoir en soi, et que faut pas lâcher l'affaire, quoi. Et donc ça c'est la première partie, et vous avez la deuxième partie où il y a beaucoup plus des conseils d'un écrivain à un autre futur écrivain amateur, ou un écrivain amateur. Et là, ça reprend un petit peu pas mal de ce qu'on peut trouver dans d'autres bouquins autour de l'écriture. Je rejoins là-dessus Audrey qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos que vous pouvez trouver sur Too Many Books. Donc vous avez des conseils d'un écrivain à des écrivains amateurs, avec aussi la petite nuance que chaque façon de faire, chaque façon de fonctionner d'un écrivain est vraiment propre à lui. Et que quand on est écrivain amateur, surtout pendant le premier roman, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, on tâtonne beaucoup, on cherche, on essaie de trouver sa manière à soi, en essayant d'appliquer les manières qu'on voit à droite et à gauche, et des fois ça colle pas, etc. Lui, par exemple, c'est un écrivain qui est beaucoup plus jardinier qu'architecte, c'est-à-dire qu'il va partir d'une idée ou d'un personnage, etc. Et puis à partir de là, il va voir comment le personnage évolue par rapport à une situation donnée. Il n'a pas vraiment de plan. D'ailleurs, il est assez contre ça, d'avoir un plan très détaillé et un peu cadenassé en tout cas dans son esprit, pour aller d'un point A à un point B. Lui, il est beaucoup plus au feeling, il se laisse porter par le flux. Comme il le dit lui-même, il est vraiment dans un processus de découverte, comme un architecte, comme un archéologue, pardon, qui essaye de sortir un fossile du sol, à le dépoussiérer petit à petit. C'est un petit peu lui son process. C'est pas le cas de tout le monde. Finalement, il y a peu de gens qui sont complètement jardiniers et qui arrivent à finir un roman, même s'il y en a. Hein. Mais voilà, faut un petit peu prendre ses conseils aussi pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est sa façon de voir à lui, et que ça va pas forcément être applicable à 100% sur n'importe qui.
Maintenant, il y a des conseils qui sont très intéressants, comme l'écriture à travailler, à faire attention à la façon dont on dit les choses, faire attention aux adverbes, faire attention à essayer de décanter son écriture pour en sortir vraiment la quintessence et voilà, enlever tout ce qui est superflu de l'écriture. Je pense que c'est ça qui est sans doute, et je suis en plein dedans, je peux vous dire, peut-être un des trucs les plus difficiles à faire, ce travail sur la langue. Bref, en effet, c'était une très très bonne lecture. Ça se lit extrêmement vite, mine de rien, même si c'est plus de 300 pages. Il y a quand même toute une partie où il y a des annexes, etc. Mais voilà, c'est en tout cas une lecture que je conseille à tout écrivain amateur, à ceux qui veulent se lancer dedans et un petit peu se rassurer aussi par rapport à ce choix d'écrire et à ce qu'on aime faire en tout cas. Et voilà, c'était une très bonne lecture. Je vais enchaîner sur une série de BD dont je vous ai déjà beaucoup parlé si vous me suivez dans les anciennes vidéos et sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de La Geste des Chevaliers Dragons. Vous trouvez ça aux éditions Soleil. Et c'est de Ange, donc, qui sont les scénaristes, et en fait d'une multitude de dessinateurs, puisque chaque tome a un dessinateur différent. Alors cette série de BD, je ne l'ai pas en ma possession, ce sont en fait des BD que j'emprunte à la bibliothèque par un paquet de 3, d'où les 3 que j'ai ici. Là, ce dont je voulais vous parler, donc c'est du tome 15 au tome 20 qui est ici. Je pense que la série est vraiment, ce que j'ai dit déjà dans une story d'Instagram, c'est que cette série est assez inégale mais dans le bon sens. Donc là j'arrive au tome 20 et je peux vous dire que c'est une série qui, je trouve, se bonifie avec les numéros, et il y a, je trouve aussi, à mon humble avis, qui a vraiment un petit peu à boire et à manger dans cette saga-là. Et je trouve que voilà, dans les derniers tomes, il y a beaucoup plus de thèmes et enfin de thématiques et d'intrigues politiques, etc., qui je trouve sont bien plus intéressantes que ce qu'il y a au début. Ce qui peut aussi peut-être un petit peu déstabiliser les lecteurs, c'est que, donc comme je vous disais, chaque tome est indépendant et chaque tome dans la timeline générale de La Geste des Chevaliers Dragons est complètement en désordre. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez suivre vraiment de façon chronologique par rapport à l'histoire en elle-même, donc la geste, vous ne devez pas lire du 1 au 20 par exemple. Même en sachant que là j'en suis au 20 mais ça continue bien après. Hein. Mais ce que je voulais dire c'est que voilà, vous avez notamment, ça c'est la bonne idée des derniers épisodes, enfin des derniers tomes, c'est qu'ils ont rajouté à la fin, si vous voulez lire de façon chronologique les tomes, et ben voilà, vous avez le premier tome donc dans l'ordre chronologique, c'est le tome 14, ensuite on passe au tome 6, au tome 4, au tome 9, enfin voilà, c'est complètement dans le désordre, donc si vous voulez le lire dans l'ordre de publication, vous pouvez le faire, hein, mais dans ce cas-là, je conseille de les lire plutôt rapidement l'un après les autres pour éviter de perdre, d'oublier de ce qui s'est passé avant, sinon peut-être il vaut mieux les prendre dans l'ordre qui est indiqué, en tout cas si vous voulez voir, c'est dans les derniers, enfin à partir du tome 18 ou 19, vous avez ce truc-là, à la fin quoi. Et ça, je pense que ça peut peut-être être déstabilisant pour des nouveaux lecteurs qui vont se trouver complètement perdus, même si les tomes sont complètement lisibles indépendamment les uns des autres. En fonction des dessinateurs, c'est aussi peut-être un reproche que je lui ferais, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui sont majoritairement, je crois quasiment que des hommes, c'est que c'est l'occasion de faire de la chevalière en bikini et en armure, et qui fait que, au bout d'un moment, ça devient un petit peu lassant, ce genre de représentation de la jante féminine militaire, puisque, comme je le rappelle, hein, La Geste des Chevaliers Dragons, c'est dans un monde imaginaire de fantasy. Il y a des dragons qui apparaissent et qui dégagent une espèce d'aura qui altère l'humanité et tout ce qui l'entoure, en fait, tout être vivant et même le paysage autour d'eux, et c'est une aura qui va grandir en même temps que grandit le dragon, et en fait les seules personnes qui sont immunisées contre cette aura maléfique, ce sont les filles vierges. Évidemment, le mythe de la virginité, voilà, bon ça reste discutable, mais voilà, ça c'est un postulat de départ de cette geste des Chevaliers Dragons, ce qui fait que c'est un ordre militaire, les Chevaliers Dragons, où c'est que des femmes vierges, et qui tabassent du dragon à longueur de journée. Ça c'est la mission première. Après il y a évidemment des intrigues politiques qui vont se créer, se délier tout au long de la saga, mais voilà, la plupart quand même des dessinateurs ont tendance à faire, comme je disais, du bikini en armure avec des meufs qui ont les fesses à l'air et qui vont tabasser le dragon. Je peux comprendre que c'est un attrait, mais au bout d'un moment, j'avoue que la masse de bikini en armure commence un petit peu à lasser. Et justement, je trouve que dans les derniers tomes, et notamment,
j'applaudis des deux mains et des deux pieds le travail de Luki, celui qui est donc auteur du tome 20, enfin dessinateur du tome 20 et du tome 11 si je me souviens bien, qui justement lui a la grande particularité, c'est justement de ne pas hyper sexualiser ces guerrières là. Elles sont vraiment, c'est un ordre militaire, point, donc elles sont, même si elles ont des décolletés comme vous pouvez voir, voilà, elles sont protégées en conséquence pour attaquer du dragon, pour tabasser du dragon, elles sont pas juste là les fesses à l'air, et j'avoue que ça permet du coup de diriger le regard sur d'autres choses que, voilà, bref. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que non seulement, voilà, comme je disais, les intrigues politiques sont sont plus retors et plus approfondies dans ces derniers tomes-là, et c'est un vrai plaisir de pouvoir suivre autre chose que les paires de fesses et les paires de seins de ces chevaliers dragons. Bref, c'est une série quand même que je recommande parce que au niveau scénaristique, c'est magique. Vraiment, je trouve ça d'une très très grande richesse, et en fonction des dessinateurs, ça peut être plus pauvre ou bien plus riche. Voilà. C'est mon avis pour l'instant, je vais continuer à la lire parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, si vous l'avez lu, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé parce que je pense que c'est quand même une très très bonne série d'heroic fantasy qui mérite quand même son coup d'œil et aussi son coup d'analyse, hein, pourquoi pas. Je vous parle d'une autre BD que j'ai également finie. Il s'agit de ceci, donc c'est Hiver indien, c'est de Charlotte Bousquet et de Stéphanie Rubini et vous trouvez ça chez Marabule. Alors ce livre-ci est un SP, il m'a été envoyé par donc Marabule, c'est Marabout BD, qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, dédicacé par les deux autrices, donc j'ai et un petit dessin et une petite bafouille de Charlotte Bousquet, ce que j'ai trouvé déjà fort appréciable, je dois avouer. Et pour tout vous dire, au début j'avais un petit peu peur j'ai dit oui, hein, parce que j'aime beaucoup le travail de Charlotte Bousquet déjà de base, et puis que c'est une BD, donc je suis, voilà, en étant dessinatrice et etc. Je suis quand même une fan de BD, mais c'est pas forcément ni le style de dessin ni le style de narration vers lequel je me tourne de façon naturelle. Donc voilà, j'avais un petit peu peur de ça, de me retrouver dans un truc un petit peu trop contemporain pour moi, un peu trop loin de ce que j'aime d'habitude, et en fait j'ai été vraiment agréablement surprise. C'est sur quelques mois, donc l'histoire de Manon, qui est donc cette jeune fille qui est une adolescente de 16 ans, qui a pas mal de, enfin pas de boulets, mais je veux dire, c'est une fille qui se sent pas très bien dans sa peau, qui doute d'elle-même énormément, enfin vraiment on a tous les affres de l'adolescence et de la fille qui ne s'aime pas beaucoup, à qui on lui dit pas forcément, enfin qui a aussi une histoire familiale un peu compliquée puisque sa mère est partie faire sa vie ailleurs. Il y a toute la famille de son père qui est un petit peu très présente et un peu qui la phagocyte un petit peu, qui fait que elle a l'impression que ses cousins sont favorisés par rapport à elle. Elle est un petit peu dans l'effacement, dans le rasage de murs. Elle veut pas faire de vagues, elle veut pas qu'on la voie. Enfin, vraiment, voilà, ce truc vraiment parfait de l'adolescence, hein, qu'on a beaucoup vécu. Je parle d'expérience. Et cette jeune fille est pianiste et elle doute vraiment beaucoup de ses capacités et voilà, de ce qu'elle peut faire en tant que pianiste. Et un Noël, il y a donc je crois que c'est la marraine de son père qui revient, donc qui a fait carrière en tant que violoncelliste aux États-Unis, qui a tout plaqué toute sa vie, enfin elle a plaqué son mari et son fils pour partir vivre son rêve, donc être violoniste professionnel. Et donc elle revient en famille et il y a une connexion qui se fait entre les deux femmes. Donc la marraine qui va finalement s'intéresser beaucoup à cette jeune fille et qui va lui redonner un peu goût en elle-même, qui va lui redonner aussi confiance en elle-même, et il y a toute une histoire aussi de famille, etc. autour. Et c'est finalement une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce que ça a évoqué, ça a renvoyé beaucoup de choses personnelles, puisque j'ai fait du piano, il y a aussi tout ce côté adolescent qui ne s'assume pas et qui ne s'aime pas, etc., qui m'a aussi qui a fait résonance en moi, je dois dire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça voilà, c'est très humain, c'est très subtil, c'est très doux amer. Il y a beaucoup de sentiments dedans, il y a beaucoup d'affect, et j'ai trouvé ça très joli en fait. Voilà, il y a ce côté un peu froid qu'on retrouve sur la couverture, qui est aussi dans les pages, qui est un petit peu minimaliste, etc. Et finalement le dessin, le trait, on s'y habitue très facilement. C'est assez minimaliste au niveau des couleurs, au niveau du dessin aussi, mais voilà, il y a quelque chose qui touche directement, je trouve, en plein cœur, en tout cas qui m'a parlé beaucoup. Du coup, j'étais fort agréablement surprise, et voilà, c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc je remercie encore évidemment
les autrices et Marabule qui m'a proposé cette BD parce que je ne l'aurais sans doute jamais découvert dans d'autres circonstances, donc voilà, merci beaucoup. Maintenant je vais vous parler des livres que je suis en train de lire très rapidement puisque vous allez voir, je suis vraiment au tout début. J'ai commencé l'anthologie Félin, donc c'est l'anthologie des éditions Ibi, c'est l'anthologie dans laquelle j'ai été publiée, donc il y a une nouvelle à moi là-dedans. Et je suis qu'au premier tiers pour l'instant. Je dois dire que, comme dans n'importe quelle anthologie, il y a des nouvelles qui vont beaucoup plus accrocher que d'autres, ça c'est normal. Et moi notamment la première, Mauvais sort de Gabi, je l'ai adorée. Je l'ai tellement adorée que je voudrais trop lire un roman dans cet univers-là. C'est dans un 19e siècle français uchronique, où il y a des sorcières et qui sont féministes, il y a une défense des femmes qui sont vraiment rabaissées par les hommes, etc. Et voilà, donc on suit une tenancière pas d'un bordel, hein, pour une fois, le tenancière d'un manoir qui recueille les animaux, les familiers des sorcières qui se sont fait arrêter et qui vont être exécutés. Puisque bon, on exécute les sorcières, mais leurs animaux, faut pas y toucher quand même. Donc voilà, enfin bref, j'ai adoré cette nouvelle. J'attends de lire la suite parce qu'il y a vraiment plein de thèmes et surtout de genres différents. Donc voilà, c'est en fait une anthologie où je picore une nouvelle quand j'en ai envie. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour la lire aussi, pour l'apprécier, parce que j'ai pas envie de l'enfiler toute d'un seul tenant. J'ai vraiment envie de picorer une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. En tout cas, pour l'instant, écoutez, j'aime plutôt pas mal. J'enchaîne avec Rouille, que j'ai également commencé. J'en suis au tout début, j'ai lu que le premier chapitre. Mais tout ce que je peux vous dire, donc évidemment c'est de Florian Soulas, alias Sailor Flo, et c'est chez Scrinéo. Je l'ai acheté, c'est pas un SP, hein, il y a pas de... Hein, même si c'est une copine booktubeuse, il y a toujours un petit... comment dire, un petit doute à chaque fois qu'on commence le livre d'une copine, puisqu'en plus c'est une copine, hein, parce qu'on se dit est-ce que ça va plaire, comment est-ce que je vais pouvoir en parler, etc. Surtout si j'aime moins ou si j'aime pas, bon bref, là c'est pas le cas, je peux vous le dire. Premier chapitre, j'ai été absolument bluffée dans le sens où j'ai été complètement dedans, mais dès les premières phrases même, je dirais. C'est d'un naturel et c'est d'un... On est dedans comme si on y avait toujours été dans cet univers-là, un peu steampunk du 19e siècle français. On suit donc violente au tout début et ça se fait d'une façon tellement logique et naturelle, encore une fois, que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, que j'avais pas lu ça dans le début d'un roman. Ce fait d'un roman qui vous attrape comme ça avec lui et sans que vous vous en rendiez compte en fait. Et voilà, donc ça promet beaucoup et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc voilà, on va s'y remettre. Et j'ai fini avec une autre lecture numérique que j'ai commencé aussi également. Il s'agit de Face au dragon d'Isabelle Botian et c'est aux éditions Silex. Alors les éditions Silex, c'est une nouvelle maison d'édition que j'ai rencontrée il y a très peu de temps, donc aux Imaginales pendant les speed dating que j'ai rencontré pour parler de mon roman court. Et en fait ils m'ont proposé de lire en SP leur première publication. Et c'est une maison d'édition qui m'intéressait, évidemment, parce que c'est une nouvelle maison d'édition autour de l'imaginaire, mais ils avaient vraiment aussi un concept autour de l'édition en elle-même, puisqu'elle change un petit peu par rapport aux autres maisons d'édition. Donc c'est vraiment une maison d'édition traditionnelle à compte d'éditeur, hein, c'est-à-dire que c'est pas les auteurs qui vont payer pour faire publier leur truc, mais eux ils ont vraiment à cœur de mieux payer leurs auteurs, et ce qui fait qu'ils ont un autre modèle économique qui tourne autour du financement participatif, ce qui fait que je crois que c'est quasi 30% qui revient du coup, si le livre est financé évidemment, il y a 30% qui revient à l'auteur, ce qui est limite, voire plus de 3 fois plus que dans le circuit normal. Là, par exemple, tout ce que je peux vous dire, j'en suis vraiment qu'au début, j'ai même pas lu encore 10%. C'est un roman où je suis dedans un petit peu moins facilement que dans Rouille, mais c'est un roman dans lequel on rentre quand même, on suit les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Polly, qui va se retrouver un peu basculée dans un monde, pour l'instant j'en suis que là, hein, c'est pour vous dire, dans un monde un peu imaginaire, et qui va se retrouver avec d'autres personnes un peu de son âge qui viennent d'époques différentes. Il y a un petit côté, j'ai retrouvé un petit côté comme au début du film Le Labyrinthe, où voilà, on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît absolument pas, comme l'héroïne principale, qui, soit dit en passant, est une jeune fille noire adoptée, ce qui est assez rare pour le souligner, et ça je trouve ça super cool. Et on se retrouve voilà, dans un endroit complètement inconnu, avec des gens inconnus, et on sait pas du tout ce qui se passe, on sait pas pourquoi on est là, surtout qu'elle venait de notre monde tout à fait normal, était dans sa maison de vacances, et puis il s'est passé un truc qui fait qu'elle est partie pour marcher dans la nature, et puis sans s'en rendre compte, elle est tombée dans un endroit qu'elle connaît pas du tout,
surtout qui est un petit peu en dehors de... pas de l'espace et du temps, mais en tout cas pas du tout là où elle est censée être. Et voilà, ça commence plutôt bien. Polly, donc la jeune fille, l'héroïne, est quelqu'un de très cartésien, très scientifique aussi, qui aime analyser les choses, etc. Et ça, c'est aussi un aspect de caractérisation de personnage que je vois pas souvent, donc c'est assez cool. Et je vais m'arrêter là parce que ma batterie flash rouge, donc voilà, c'était le point lecture du mois de septembre. Je vous en dirai plus évidemment le mois prochain quand j'aurai fini ou bien avancé ces lectures-là. Et je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!